Permettez-moi d'accueillir sur scène Monsieur le Président José Manuel Barroso, qui fut pendant 10 ans le président de la Commission européenne et qui fut également ministre des Affaires étrangères du Portugal. Je crois qu'il est important d'entendre un peu la voix de l'Europe. Vous êtes en plus un formidable francophone, donc on va parler en français, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Ce matin, vous avez écouté la jeunesse. On a beaucoup parlé des problèmes et des challenges et des enjeux et des opportunités en Afrique. Quel est votre sentiment sur l'Afrique, Monsieur le Président ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je voudrais remercier mon ami, le président Ali Bongo Ondimba, pour cette invitation et pour dire le plaisir et l'honneur que j'ai d'être parmi vous et de partager précisément mon expérience de quelqu'un qui est un Européen mais qui accompagne depuis longtemps l'Afrique, d'ailleurs déjà depuis les années 80. Et c'est précisément sur la base de cette expérience que je crois que nous avons toutes les raisons d'être confiants et optimistes. C'est vrai qu'il y a énormément de problèmes encore dans certains des pays africains. Mais si vous faites un petit flashback, comment on était aux années 80, 90, le discours, le sentiment prédominant, l'afro-pessimisme, et aujourd'hui les cas de succès, cette jeunesse qu'on vient de saluer, les cas de certains remarquables exploits en Afrique, de certains gouvernements, de la bonne gouvernance, de la règle de droit et de la croissance. La croissance en Afrique, en moyenne, sera plus forte que n'importe où dans le monde. L'Afrique est le continent le plus jeune au monde et je n'ai aucun doute que cette tendance de croissance va se maintenir. Il y aura ici et là des accidents, il y a des incertitudes, mais l'Afrique reste le grand réservoir de croissance dans le monde. Et aujourd'hui, dans ce monde globalisé, où il y a tellement d'inquiétudes, d'où viendra la croissance? Car effectivement, les économistes discutent aujourd'hui quelques problèmes qui sont immenses. Comment s'explique qu'avec les taux d'intérêt si bas, l'investissement reste encore si timide? Pour avoir plus de croissance dans le monde, nous avons besoin certes de l'innovation, de la science, de la technologie, mais nous avons aussi le besoin de créer des nouveaux marchés. Le plus grand marché au monde qui n'a pas encore réussi tout son potentiel, c'est ici en Afrique. Et alors là, j'ai toutes les raisons d'être confiant dans cet avenir et je crois qu'on doit repenser beaucoup de nos politiques traditionnelles de développement, surtout avec le secteur privé, car c'est évident que dans certains des cas, nous n'avons pas le marge budgétaire pour continuer avec d'autres politiques, et aussi parce que ça reflète un rapport plus équilibré, par exemple, entre l'Afrique et l'Europe. Nous avons besoin d'un secteur privé, nous avons besoin, en même temps qu'on lutte contre la pauvreté, d'aider à la formation d'une classe moyenne africaine. Nous avons besoin de partenariats publics-privés et nous avons besoin d'idées innovantes pour le financement en Afrique. Et je crois que c'est sur cette voie qu'on doit travailler. On parle souvent de la crise de l'emploi en Afrique, mais l'Europe n'est pas en reste. Quelles ont été les mesures qui ont été prises en Europe pour encourager l'emploi, pour faciliter l'emploi, dont on pourrait s'inspirer en Afrique? Ce sont des situations différentes. L'Europe sont des économies parmi les plus évoluées au monde. Et effectivement, nous avons une crise que nous sommes en train de quitter maintenant, mais c'est une reprise soutenue, à mon avis, mais plus timide, parce que ce sont des économies plus mûres, les économies européennes. Et nous avons une crise qui a été, dans une large mesure, le résultat de la combinaison d'une crise financière et d'une crise de la dette souveraine. Bon. Ceci dit, je crois que par certains des éléments essentiels pour l'Afrique, on a connu des solutions en Europe. L'Afrique a besoin de plus d'intégration des marchés. Car la vérité, c'est que certains pays sont trop petits pour attirer l'investissement étranger de long terme
et de l'investissement responsable. Bien sûr, pour les matières premières, là, il y aura toujours des multinationales intéressées. Mais pour diversifier la production, pour avoir des moyennes, des petites et moyennes entreprises, je crois que l'Afrique a besoin du know-how européen qui est disponible mais pas mobilisé. C'est pourquoi je crois qu'une des possibilités serait d'utiliser l'instrument fiscal, la fiscalité européenne. Nous avons maintenant cette situation d'urgence, à mon avis, c'est le plus grand drame qu'on a aujourd'hui en Europe. Les migrants. Les migrants. Et les immigrants non, illégaux. Et toutes les menaces que ça peut poser. Nous devons avoir une stratégie de court, moyen et long terme. Nous devons bien sûr contrôler ces réseaux qui sont criminels, qui font la traite des êtres humains. Mais en même temps, nous devons avoir une politique d'accueil et de solidarité pour ces jeunes qui arrivent. Moi, en tant que président de la Commission, j'étais à Lampedusa, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu avec le Premier ministre italien, cette tragédie de voir 300 cercueils, y inclut des enfants. Mais la vérité, comme l'a dit tout à l'heure le président Ali Bongo et aussi le président Ouattara, la clé, elle est dans les pays d'origine aussi. Car il faut le développement dans ces pays. Et donc, il nous faut définir une politique de moyen-long terme où l'Europe peut aider ces pays dans son propre intérêt, une stratégie, bien sûr, win-win. Il faut bien sûr des mesures de sécurité et de police, mais c'est une illusion de penser qu'une politique de sécurité à elle seule va résoudre ce problème. Donc, c'est le développement endogène, de telle façon que les Africains veulent rester chez eux, et pas seulement les Africains, une grande partie maintenant du problème vient de la Syrie, vient du Moyen-Orient. En même temps, je crois que nous pouvions être plus généreux en Europe. D'ailleurs, la Commission a toujours lutté pour ça. Ce n'est pas maintenant que j'ai quitté des fonctions que je le dis. Une idée simple. Les investissements européens dans ces régions pourraient avoir un bénéfice fiscal. Ce n'est pas en accroissant simplement les dépenses publiques. Avec certains bénéfices fiscaux pour les petites et moyennes entreprises européennes, elles seraient prêtes à être plus présentes en Afrique. Mais qui leur donnerait ces incitations fiscales? Les gouvernements européens. Les gouvernements européens. La fiscalité, comme tu sais, c'est une compétence surtout nationale. C'est à l'unanimité. Donc, s'il y avait une politique européenne intégrée, fantastique. Mais franchement, mon expérience me dit qu'il sera difficile d'avoir un accord en matière fiscale pour tous les pays européens. Mais on peut faire ça parce que ces entreprises-là qui ont des compétences qui sont parfois pas suffisamment utilisées en Europe, elles pourraient porter des cadres. Sont les meilleures entreprises pour faire le transfert de know-how et de technologie. Et c'est pour créer ensemble la richesse. Il nous faut cette idée. Ce n'est pas la coopération, simplement la charité, c'est bien. La solidarité, c'est bien. Mais il nous faut avoir un modèle où on crée sur le long terme des opportunités pour les entreprises européennes et africaines et pour le développement de l'Afrique. Beaucoup d'Africains se plaignent de la non-facilitation d'aller faire du business en Europe réciproquement, quitte à vouloir exporter leurs produits à cause de cette problématique de visa. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, là, la Commission a fait des efforts et elle continue à le faire, maintenant sous la présidence de mon ami Jean-Claude Juncker, pour avoir une harmonisation de la politique des visas en Europe. C'est encore une compétence nationale. Et là, il faut être aussi très honnête et très sincère entre nous. La plus grande préoccupation aujourd'hui en Europe, c'est une préoccupation de sécurité liée à certains de ces flux migratoires. Et il y a la menace des terroristes. C'est une menace réelle. D'ailleurs, que l'Afrique est en train de subir aussi. Ce n'était pas généré ici, ça vient surtout du Moyen-Orient. Alors, il nous faut, et là, je vais le dire très clairement, une politique d'une très grande fermeté à l'égard du terrorisme international. Parce que, aussi d'une façon traditionnelle, les gens qui discutaient le développement, ils n'aimaient pas discuter de la sécurité. C'est ce que j'appelais la mentalité Boy Scout. Bon, nous faisons le développement, nous faisons l'humanitaire, on ne veut pas discuter de la sécurité. Mais c'est une erreur fondamentale.
Sans stabilité, sans la paix, sans des États qui fonctionnent, c'est impossible le développement. Il faut joindre les différents éléments pour pouvoir garantir cette stabilité à long terme. Alors, encore une fois, là, nous avons besoin de garantir du côté africain et du côté d'autres pays, d'ailleurs, qui demandent aussi un accès plus grand à l'Europe, cette capacité de mettre de l'ordre dans leur pays, d'éviter la possibilité de réseaux terroristes ou de réseaux de narcotrafic ou des réseaux de toutes sortes de crimes internationaux, car effectivement, l'Europe a aussi besoin de plus d'ouverture. L'Europe a besoin de plus d'ouverture, mais en même temps, et là je ne vous cache rien, nous sommes préoccupés en Europe parce que dans certains de nos pays, il y a une poussée de partis d'extrême droite, parfois des partis xénophobes, bon, je vais même dire un mot et je pèse mes mots, des partis racistes. Alors, il nous faut éviter des mouvements qui ne seraient pas contrôlés et qui pourraient paradoxalement renforcer tous ceux qui sont vraiment contre une position d'ouverture. Donc, il nous faut solidarité et responsabilité, il faut un management responsable de tout cela. C'est pourquoi une politique de visa plus généreuse, certes, mais elle doit se faire sur la base de la responsabilité. Monsieur le Président, maintenant que vous n'êtes plus aux affaires politiques, on va dire, quel est vous m'avez souvent dit votre amour et votre engagement pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous envisagez éventuellement de faire, de faciliter, d'entreprendre pour qu'il y ait un rapprochement entre ce que vous dites être l'Europe, le continent africain sur un plan économique, politique et autres? Je continue cette passion et je dois vous dire que je l'ai commencé aux années 80 quand j'étais un jeune ministre du développement avec une participation dans les processus de paix en Afrique, notamment en Angola, mais dans d'autres pays aussi. Et je suis fier de ce que, en tant que ministre des Affaires étrangères et Premier ministre du Portugal, et surtout en tant que président de la Commission européenne, pendant 10 ans, nous avons pu faire pour renforcer le dialogue africain. D'ailleurs, le président Ali Bongo m'a fait l'honneur et le plaisir de venir certaines fois à Bruxelles. On a beaucoup discuté de cela et je crois que ce partenariat a fait des progrès. Sur le plan personnel, maintenant je m'y intéresse, on prépare quelques initiatives. Une des initiatives pour lesquelles d'ailleurs j'aimerais vous inviter tous, ce sera à Lisbonne, enfin à Cascais, près de Lisbonne, au début du mois de juin 2016, précisément avec cette dimension du secteur privé. Ce sera le Euro-African Business Summit, donc le sommet euro-africain en matière de privé, en matière des affaires. Certains chefs d'État, dont le président Ali Bongo, mais ancien chef d'État du Ghana, président Kufuor et d'autres, m'ont déjà fait l'honneur d'accepter d'être membre du comité d'honneur de cette initiative. Alors on va précisément essayer de mobiliser, à part bien sûr des initiatives politiques, publiques, des institutions européennes, notamment celles qui sont en cours, quelque chose de plus focalisé. Et d'ailleurs, Richard Attias et le New York Forum Institute vont y participer aussi, pour voir comment on peut développer plus en concret certaines idées pour le développement, en pensant de façon créative sur des façons de mettre en pratique. Parce que ce qui m'intéresse, on a parlé aujourd'hui ici du rêve, et je suis pour le rêve, mais je veux le rêve lucide. Je veux quelque chose qu'on puisse vraiment mettre en pratique, et donc je vais continuer mon combat et ma passion pour l'Afrique. Dès en mot de la fin, le rêve, quel est le rêve que vous auriez envie de partager avec nos participants, avec nos jeunes? Le rêve, c'est le développement de chaque personne. Je sais bien que très souvent on insiste sur les points négatifs, mais si vous regardez mortalité enfantine, espérance de vie en Afrique, et dans le monde d'ailleurs en général, on est mieux que maintenant qu'il y a 10, 20, 30 ans. Il y a un progrès. L'histoire du monde s'est faite de progrès, parfois avec des accidents, des menaces, mais je crois au progrès de l'humanité. Mais le progrès de l'humanité, si vous me permettez, c'est le progrès de chaque personne. Il y avait un auteur britannique qui disait, de son père, il n'aimait pas son père, il disait « Mon père aimait l'humanité en général, mais il détestait chaque personne en particulier. » Donc, quand on parle d'humanité, il faut penser à chaque homme, chaque femme, chaque enfant et l'éducation.
là, je crois que c'est notre rêve. Avoir une civilisation de la mondialisation qui ne soit pas perçue comme négative, mais que nous sommes tous frères, nous sommes tous membres du même genre humain. Et là, je connais l'Afrique, la créativité, la force, l'énergie de ce continent, je crois que peut donner beaucoup de contributions à ce rêve, que j'espère que ce soit un rêve réaliste. Merci, Président Barroso, qu'on peut applaudir bien fort. Merci infiniment pour votre passion. Merci, José Manuel. Et maintenant, je souhaiterais appeler sur scène un héros du XXe siècle, une grande personnalité qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. J'aimerais appeler au pupitre le président Lech Walesa. Panie i Panowie, Szanowni Państwo, wszyscy zauważają, że jesteśmy spóźnieni. Nous avons remarqué que nous sommes très en retard. Je ne vais pas même essayer de ralentir encore davantage cet ordre du jour. Il était prévu que j'ai quelques 20 minutes à m'adresser à vous et ensuite j'aurai plus de temps plus tard. Mais d'après ce que je vois, ça ne va pas peut-être porter les fruits espérés parce que beaucoup de gens seront partis à ce moment-là. Donc je vais tenter de trouver un équilibre ici dans les problématiques ouvertes. Vous vous en souvenez peut-être, mais les jeunes peut-être pas. J'ai été à la tête d'une énorme révolution en faveur de la solidarité. J'étais à la tête de ce mouvement à un moment dans notre histoire où il s'agissait d'un cas perdu, d'un cas désespéré et où on ne pourrait absolument pas gagner. Le communisme et bien évidemment l'Union soviétique dirigeaient le monde. Mon ambition et mon combat, ma détermination également, ont permis d'éradiquer certains piliers de ce monde de l'époque, pour bien évidemment avoir un système économique très différent, un système innovant, changé, ouvert à d'autres. Et bien sûr, à l'époque, la politique menée dans cette partie du monde a empêché un développement serein et a donc bloqué l'évolution de l'Europe. Il a donc fallu que nous éradiquions toutes ces divisions et toutes ces incompréhensions. Et maintenant, vous devez vous rendre compte du fait qu'à l'époque, le système devisait des approches et d'autres structures qui accueille bien évidemment ce qui se passait dans différents États. Et nous avons commencé à penser en termes de structures plus larges, dépassant le contexte ou les frontières d'un seul État. Si vous regardez l'Europe, vous voyez qu'aujourd'hui nous avons éliminé les frontières entre les pays et nous travaillons tous avec la même devise également. Donc, nous pouvons maintenant dire que nous avons établi un État unique de tous les États membres d'Europe. Et c'est une forme également de révolution et je pense que d'autres continents nous suivront un petit peu plus tard peut-être.
mais les problèmes et les obstacles qui ont empêché l'installation d'une réelle intégration ne sont pas disponibles encore partout. Donc nous, dans chacun de nos pays, bien évidemment, nous avons des religions différentes, nos codes, nos systèmes de valeurs sont différents, nos histoires également sont différentes. Donc il ne suffit pas d'ouvrir les frontières et d'introduire un seul et unique thème, mais également il faut trouver les fondations qui se retrouvent dans les libertés, dans les économies libres, etc. Mais rien de stable ne peut être vraiment construit sur des fondations différentes. Donc il faut focaliser les énergies davantage sur les valeurs. Et ici, donc, nous avons une question restée sans réponse parce que toutes nos valeurs sont différentes. Donc, je pense qu'il est absolument essentiel d'élaborer la liste des priorités, des points à identifier pour l'avenir, des valeurs que nous partagerions tous et qui seraient applicables sur tous les continents. Et c'est là où, bien sûr, nous pouvons trouver des solutions. La deuxième question serait de dire, une fois que nous aurons fait ça, quel sera le meilleur système économique applicable à cette nouvelle approche. Et bien évidemment, ça n'est pas le communisme qui marchera, mais ça ne peut pas non plus être le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui. Donc nous aurions néanmoins des fondations et on pourrait également poser une autre question. Quelle serait la forme de la démocratie? Ça marchait très très bien quand on était tous dans nos États respectifs, avec ses frontières, etc. Mais aujourd'hui, il faut des infrastructures plus larges, des organisations plus importantes que nous formons tous. Donc, mesdames et messieurs, c'est bien, ça a été formidable que notre génération ait pu, bien évidemment, retirer les divisions qui existaient dans le monde de l'époque. Mais il faut des forums différents, comme celui-ci, par exemple, qui nous permettraient donc de plus facilement identifier des solutions qui ne s'appliqueraient pas qu'à un seul État, mais qui seraient identifiées sur la base du nombre de problématiques à gérer qui requièrent une organisation plus large pour pouvoir traiter la situation. Et en tout cas, en ce qui concerne les continents, et ceci surtout à cause de la mondialisation. La mondialisation, à l'heure actuelle, est un concept un petit peu vide, sauf si nous nous tournons vers l'histoire pour peut-être retravailler des solutions applicables et qui avaient marché par le passé. Alors, à ce moment-là, non seulement il sera dit que notre génération a éliminé les divisions, mais qu'elle a également pu reconstruire les choses de façon positive. Aucune autre génération auparavant n'avait eu cette opportunité, cette parité, cette possibilité d'améliorer le bien-être de tout le monde. Et je pense que nous trouverons entre tous les continents de la planète le moyen de l'améliorer, qui sera un monde bien meilleur que celui que nous avons hérité de la génération qui nous a précédés. Et j'espère pouvoir faire une présentation un petit peu plus longue très bientôt. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, please welcome